Alors, avant de présenter un peu ces webinaires, je vous présente également un dispositif qui est le dispositif qui soutient logistiquement la mise en place de ces webinaires qu'on va vous présenter rapidement. Ce dispositif en Auvergne-Rhône-Alpes s'appelle Émergence. Son nom, on va dire, d'encadrement de politique publique s'appelle le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc un outil à la main de l'Agence régionale de santé, dispositif que vous trouverez logiquement dans la plupart des autres régions auprès des autres agences régionales de santé. Ce dispositif, expliqué très rapidement, c'est une mise en lien de différents acteurs autour d'enjeux et de questions sur la promotion de la santé. Donc, vous voyez les principaux acteurs qui se dessinent sur cette diapo. Donc, on met en lien, l'idée, c'est de mettre en lien, de faire parler ces acteurs majeurs de la promotion de la santé, que sont essentiellement les décideurs à l'échelle locale, les publics qui sont souhaités, visés par certain nombre d'interventions, les différents acteurs aussi qu'on peut retrouver de l'échelon régional à l'échelon local, et les chercheurs qui travaillent sur des questions de promotion de la santé, en tout cas connexes aux enjeux de la promotion de la santé. Donc ce dispositif, l'objectif général, c'est un dispositif de transfert de connaissances et qui met en lien les différents types de savoirs en prévention et promotion de la santé, que Claudia va rapidement redéfinir dans quelques secondes. Mais vous voyez que la question de la coproduction des données probantes est pour nous un objectif spécifique, d'où l'idée de ces webinaires en 2025. On va essayer avec vous de faire le tour de cette question qui n'est pas si simple à aborder, autant sur le plan théorique et pratique. Merci Cédric. Et aujourd'hui, donc pour ces webinaires introductifs, nous souhaitons juste partager avec vous la définition que nous retenons en promotion de la santé, sachant que c'est un champ qui a plusieurs enjeux aujourd'hui autour des définitions, des méthodes et des outils. Et donc, plus que faire un historique, on voulait juste vous proposer une définition à laquelle nous adhérons. Et par la suite, Dr Gino va nous partager aussi les enjeux auxquels il est confronté en tant qu'agence régionale de santé à ces sujets. Donc, nous reprenons cette définition qui est issue d'un rapport de 2003 d'un comité de l'OMS qui que les données provantes sont des conclusions tirées des recherches et d'autres connaissances qui peuvent servir de base utile à la prise de décision dans les domaines de la santé publique et des soins de santé. Et donc, toutes ces autres connaissances sont des connaissances issues du contexte, de l'opinion publique, de la mise en œuvre, la viabilité économique, la durabilité, l'acceptabilité par les parties prenantes, entre autres. Et en fait, ces définitions aussi de l'OMS qui aujourd'hui circule, on parle de la prise de décision éclairée par les données provantes. En fait, ce sont des données qui sont utiles vraiment à la pratique et à la décision. Et c'est une approche qui vise à intégrer les meilleures données provantes disponibles dans la prise de décision afin de renforcer l'efficacité, l'efficience et l'équité des politiques et interventions en santé. Donc, elle prend en compte différents types de données provenant d'une grande diversité des sources. Et donc, c'est à partir de cette définition plus large des données provantes que nous allons commencer ces cycles de webinaires. L'idée, c'est que dans ces cycles à venir, nous allons illustrer les enjeux des données provantes issues de ces différents savoirs. Nous avons les données scientifiques, les savoirs issus de l'expérience des professionnels des publics, les recommandations et les synthèses des experts, mais aussi les données issues des évaluations et des capitalisations d'intervention et de l'expertise des acteurs. Et en fait, en promotion de la santé, on considère qu'une donnée est probante. Plus elle est probante, si elle croise plusieurs sources des données. Donc, et qu'elle est utile pour la pratique et la décision. Ce sont un peu des conditions pour lesquelles une donnée va devenir une donnée probante sur l'intervention. Si si vous voulez aller plus loin, nous vous recommandons deux productions. Donc, une qui a été produite par notre fédération sur les données probantes en promotion de la santé et une toute nouvelle production de la Société française de santé publique sur les questions de déploiement des interventions probantes et prometteuses que nous invitons à consulter.
Et juste pour donner la parole à Dr. Lucchino, ces webinaires est vraiment, comme on disait, les webinaires introductifs d'une série qui va essayer d'illustrer les enjeux autour des données probantes. Donc aujourd'hui, c'est à partir de l'expérience de l'ARS Île-de-France et nous nous retrouvons le 10 juin pour un webinaire autour de comment recueillir les savoirs issus de l'expérience de la pauvreté avec KTD Carmonde et les PATD Bonneville. Et vous pouvez trouver les informations sur notre site internet, on vous envoyera tout ça par la suite. On va laisser la place et la parole à Monsieur Ginaud, directeur de la santé publique et médecin de santé publique à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qu'on remercie encore vivement d'avoir accepté d'initier, d'introduire ce premier webinaire sur les données probantes. Et donc, on vous laisse la parole pour 35 minutes à peu près, Monsieur Ginaud, pour nous partager votre expérience francilienne sur cet enjeu assez complexe des données probantes en promotion de la santé. Je suis donc Luc Ginaud, je suis donc effectivement médecin de santé publique et je suis directeur de la santé publique à l'ARS Île-de-France. La première partie, c'est effectivement de vous parler de quelques questions voilà, sur le contexte, les questions qu'on se pose sur le contexte francilien et les interrogations qu'on peut avoir autour de la question de promotion de la santé et de la notion de données probantes. Il y a une histoire qui est à la fois ancienne et de mon point de vue pas aussi unanimement et enthousiasmement homogène que ce que vous avez pu le décrire, si j'ose dire. Le premier, c'est que finalement, il y a depuis très très longtemps, je vois des choses parfait. Il y a un consensus autour du fait que la promotion de la santé, ça n'est pas comment dirais-je, ça n'est pas de l'artisanat, ça n'est pas de la poésie, pour reprendre une expression qui avait été celle d'un cadre de l'agence il y a un certain temps. Chez nous, c'est quelque chose qui nécessite effectivement de mobiliser donc ces données probantes, et que ces données probantes, on les appelle sous différentes appellations. Il y a effectivement les données probantes et les données prometteuses. Vous connaissez la différence entre les deux. Il y a le fait qu'on a appliqué finalement à la promotion de la santé le concept d'evidence-based medicine, et que sur le plan politique, je reprends la formulation qui a été celle d'un directeur général de la santé à une époque. Il s'agissait de passer d'une santé publique fondée sur les opinions à une santé publique fondée sur les preuves. On voit que dans cette formulation que j'ai gardé en mémoire parce que c'était un directeur général de la santé important qui avait eu cette formulation, on voit bien que déjà il y avait l'idée que la santé publique était quand même finalement n'était pas si adossée aux données probantes qu'on pouvait le penser. Et donc il y a eu ce consensus-là sur le fait qu'il fallait qu'on avance ensemble vers cette notion de ce qu'on n'appelait pas forcément encore quand même les données probantes. Je pense que le terme, en tout cas, me semble-t-il, a émergé dans la quinzaine d'années qui viennent de s'écouler. Deuxième point, c'est qu'il y a un consensus, c'est que là, je rajouterai d'apparent sur le fait que ce que vous avez décrit dans votre très beau graphique, où il y a que je vous reprendrai avec sans vergogne, un consensus apparent sur la diversité des sources de preuves. Pour les gens de ma génération, on se rappelle que dans les années, par exemple, 70 ou 80, dans les Bouches-du-Rhône, autour des centres de santé des Bouches-du-Rhône, dans la santé mutualiste, avait émergé la notion de l'expertise profonde des patients. Maintenant, tout le monde parle d'expertise profonde, mais à l'époque, c'était quelque chose de vécu comme relativement innovant, voire transgressant, qui a été ensuite repris dans le champ de la santé communautaire, et puis ça a développé tout un certain nombre d'autres branches, d'autres concepts, les notions de patient expert, la notion de savoir expérientiel que vous avez abordé tout à l'heure. Et puis, deuxième point, je trouve que on a vu émerger, en tout cas, me semble-t-il, plus tardivement en France qu'ailleurs, de ce que je peux en lire, ou de ce que de souvenirs que je peux en garder, la reconnaissance progressive du rôle des sciences humaines et sociales dans la définition, enfin dans la démonstration de l'approbation d'une action, et que ce rôle des sciences humaines et sociales, il est aujourd'hui reconnu, mais j'ai parlé de consensus apparent parce que on voit bien dans la vraie vie qu'il y a quand même, me semble-t-il, une tension qui persiste entre, d'une part, le fait que tout le monde dit ce que vous avez parfaitement démontré dans votre graphique que je faisais référence, c'est-à-dire l'accord de diversifier les sources de preuves en promotion de la santé, que les sources de preuves ne sont pas forcément uniquement des études cas témoins ou des études ici et ailleurs ou des études avant après. Enfin, on connaît tous les modèles qu'on a tous appris à l'université.
et que donc il faut avoir voilà des données qui sont construites à partir de différentes sphères de production, mais en même temps quand même, on sent bien que ce que j'appellerais le modèle dominant, pour ne pas dire l'idéologie dominante, ce qui pourrait être mal interprété, enfin, en tout cas le modèle dominant reste quand même inspiré de l'essai clinique et d'un essai clinique avec voilà je ne dis pas qu'on nous demande toujours de faire du placebo, mais enfin on est quand même pas très très loin de ça dans les arrière-pensées d'un certain nombre de nos décideurs, et toute démonstration qui n'est pas fondée sur du cas témoin ou de l'ici ailleurs est une démonstration qui est suspecte de ne pas être très scientifique. Donc on voit bien que autant on a ce consensus sur des données probantes, oui, mais l'approbation se crée par différents vecteurs. Autant je ne suis pas tout à fait sûr que dans les logiques dominantes de décision, on ne reste pas sur un modèle qui est inspiré de l'essai clinique. Deuxième élément, je trouve à titre personnel, et c'est l'objet d'un débat avec quelques-uns de nos collègues, que les relations entre données probantes et décision en santé publique. Dans décision, j'entends non pas la mise en œuvre d'un programme, mais la mise en œuvre d'une stratégie politique de déploiement de la promotion de la santé. Il y a une forme d'ambiguïté dans les interactions entre ce qu'on attend des données probantes, ce dont on sent, ce qu'on leur revendique comme légitimité, et les fondements d'une politique. D'abord, je trouve qu'il y a dans le rapport entre données probantes et construction de politique publique, il y a des formes de contradiction. Je vais les déployer un peu plus longuement tout à l'heure. Le fait que d'abord, il n'y a pas toujours des données probantes, ou qu'elles ne sont pas toujours transposables, qu'on peut en avoir, on le verra sur les questions de logement, qui sont plus ou moins transposables, et qu'à l'inverse, le fait d'avoir des données probantes, ça n'induit pas toujours une action en promotion de la santé. Autrement dit, le décideur politique, je m'inscris dedans, le décideur politique peut revendiquer le fondement d'une politique fondée sur les données probantes, et puis pour autant ne pas se croire tenu de mener une politique publique alors même qu'elle dispose de données probantes. Deuxièmement, les données probantes peuvent parfois être mobilisées en lien avec des choix budgétaires, alors soit de façon assumée, c'est-à-dire qu'on dit en fait on ne veut mobiliser des moyens publics sur les choix rationnels d'efficience ou de meilleure pertinence économique, donc on ne veut dégager l'argent public que sur des choses qui sont fondées sur ces fameuses données probantes. Et puis parfois c'est moins assumé, c'est-à-dire qu'il y a une certaine situation dans laquelle l'absence de données probantes sert quand même de justification, soit avant, soit après, à des suppressions de moyens. Si je dis ça, c'est parce que je pense que dans le débat qu'on a aujourd'hui sur l'utilisation de ces données probantes, il faut qu'on soit attentif à ne pas laisser polluer le débat méthodologique par des enjeux qui sont parfois moins lumineux. Et puis, l'exigence de données probantes, ça peut aussi induire chez certaines institutions des choix institutionnels, et c'est un peu ce qu'évoque dans son rapport de l'IGAS paru récemment, ce qu'évoquent les inspecteurs, des choix institutionnels qui sont explicites ou qui sont implicites. Par exemple, considérer que les partenaires professionnels de grande envergure, qui disposent donc les grosses associations, les collectivités locales puissantes, etc., qui disposent d'équipes méthodologiques solides, doivent être privilégiés au détriment de structures de proximité. C'est ce qu'on a longtemps, vous savez, le terme archi-classique de « il ne faut pas saupoudrer les crédits », qui est quelque chose qui, moi, m'a toujours personne un tout petit peu agacé, ce terme de saupoudrage. Mais les données probantes servent parfois aujourd'hui à légitimer la restructuration de la promotion de la santé autour de grands promoteurs qui ont ces équipes-là. Et puis, autre exemple de choix institutionnel implicite, considérer qu'il y a des domaines, je pense en particulier à la promotion de la santé en direction des personnes précaires, qui, parce que ça serait moins scientifique, moins ceci, moins cela, serait exempté de recours aux données probantes, ce qui est d'une certaine façon, je trouve, de manière implicite, une forme de disqualification de la promotion de la santé dans ce type en direction de ce type de public. Si l'on avance un peu, en Ile-de-France, un des éléments que je crois constater, mais je répète que ce PowerPoint engage le directeur de la santé publique, mais pas forcément la totalité des équipes,
Je pense qu'à l'Île-de-France, nous avons très peu de recherches sur le lien entre les déterminants de santé et l'état de santé. Je reparlerai plus bas de l'exemple du logement par le Covid. On a très peu de recherches interventionnelles. On a probablement beaucoup moins que ce que vous en avez dans votre région, que ce qui peut y en exister dans les Hauts-de-France ou dans d'autres régions. Et puis, on a peu de liens entre les acteurs de la recherche, les intervenants en promotion de la santé, ou trop peu de liens, et les décideurs que nous sommes, à l'exception de quelques très grandes collectivités locales, je pense en particulier à la ville de Paris, conseil départemental de Seine-Saint-Denis, etc., etc. Et de ce point de vue-là, le diagnostic de ce qui était le rapport de Franck Chauvin, qui était un rapport assez structurant pour être en désaccord avec ses préconisations, mais son diagnostic était très, très pertinent, au moins en Île-de-France, nous conduit à constater que nous n'avons pas d'espace régional partagé, par exemple, pour la reconnaissance des données expérientielles. Donc, les données probantes et les transferts de connaissances, c'est évidemment pour nous un enjeu décisif, et on s'est lancé il y a de cela 3 ans dans une expérimentation dont nous espérions beaucoup, expérimentation Courtis pour courtage des connaissances en égalité sociale, qui consistait à expérimenter avec une équipe de l'IRD, une équipe du Canada, l'équipe Renard, une équipe conduite par Valérie Ride. Donc, on avait mis des moyens assez intellectuels et matériels assez conséquents, de travailler sur le transfert de données probantes et l'appropriation par les logiques de courtage des connaissances, qui sont des logiques développées notamment au Québec, sur 3 sujets reliés aux inégalités: les questions de pollution atmosphérique, les questions de ressources humaines en santé dans les territoires défavorisés, les questions de l'impact des discriminations. À l'issue de ce projet-là, on voit, alors je vais marquer bilan contrasté pour ne pas lire un bilan extrêmement déceptif de notre point de vue, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord sur la démarche, mais on a perdu beaucoup de nos collègues en route, beaucoup de collègues de l'agence, pour des raisons diverses, d'emploi du temps, de ceci, de cela, mais des raisons qui ne sont probablement qu'un prétexte, et qui traduisent en fait le fait que la logique d'appropriation des connaissances scientifiques, d'appropriation de ce qui fait de ce qui fonde la légitimité d'une action pour mettre en œuvre une politique publique, cette logique-là n'a pas suffisamment, en tout cas, convaincu nos collaborateurs. Alors aujourd'hui, il existe chez nous comme ailleurs, mais probablement de manière moins structurée que ce que je crois comprendre être le cas chez vous. Il existe aujourd'hui un réseau de structures de soutien. On a évidemment Promo Santé, qui est le vaisseau amiral du dispositif en Île-de-France, et qui est l'équivalent de notre hôte de l'instant, qui fournit un travail d'extrêmement forte qualité, mais on a également des pôles ressources en ETP, et puis on a un certain nombre d'autres structures d'appui en mobilisation, là encore, de connaissances et de données probantes. Mais nous n'avons pas de logique permanente et stable de courtage des connaissances, et je ne vous cache pas que c'est un des grands regrets de mon mandat à la direction de la santé publique. Donc, je voudrais prendre trois expériences, trois types de confrontation à la mobilisation des données probantes dans 3 sujets différents. Le premier, c'est les compétences psychosociales. C'est le plus simple parce que je pense que c'est pas très différent de ce que c'est chez vous. Sur les compétences psychosociales, on sait tous qu'il y a un corpus de données probantes établi, en tout cas recensé, validé par Santé publique France, auquel je rends d'ailleurs un hommage appuyé au moment où un certain nombre de questions sont posées par les uns ou les autres sur le devenir de cette institution. Donc, ce corpus de données permet pour nous de mobiliser des opérateurs régionaux qui déploient des programmes tels que vous les connaissez tous, Unplug, etc., qui les déploient, et dans des conditions dans lesquelles il y a une acceptabilité institutionnelle. Alors, j'ai marqué suffisante, le terme est peut-être un peu excessif, en tout cas, l'éducation nationale est persuadée dans sa structure, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas dans ce qu'on fait dans les collèges, mais enfin bon, l'éducation nationale est persuadée qu'elle a une base reconnue, stable, et qui lui permet d'y aller de manière rassurée. Et donc, l'action de l'agence est assez simple et consiste à programmer les actions là-dessus, à définir des moyens, à estimer que c'est une de nos priorités du PRS, à sélectionner dans les projets qui sont soumis des actions qui correspondent aux données probantes, et puis à pousser à la roue l'éducation nationale pour que ces programmes inspirés de données probantes soient déployés. Donc finalement, on voit bien qu'on a dans le champ des compétences psychosociales un modèle qui est celui qu'on souhaiterait voir partout, il y a un corpus approprié par des opérateurs, accepté ou même revendiqué par des acteurs de terrain, et tout ça permet de déployer assez rapidement des actions qui sont considérées comme ayant fait leurs preuves et sécures pour tout le monde. Ça paraît assez simple comme ça. Je suis d'une génération qui a expérimenté le fait qu'en santé mentale, on lançait parfois des choses qui étaient un tout petit peu casse-gueule. Et le fait d'avoir aujourd'hui
un fonctionnement national et auquel on peut s'adosser est quelque chose d'extrêmement confortable pour nous et je pense pour les autres régions également. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est à l'opposé du spectre. C'est pour moi un exemple d'échec, en tout cas en Île-de-France, assez fort. C'est les actions de promotion de la santé autour des questions de logement et du lien entre le logement, l'habitat et la santé. On sait qu'à l'étranger, alors ceux qui m'ont déjà entendu à droite ou à gauche savent que c'est de mes manies. On sait qu'à l'étranger, il y a des données probantes massives sur l'impact du logement à la santé, et non seulement sur l'impact du logement et sur la santé, mais également sur la capacité de bouger un certain nombre de choses en termes de santé. Bon, il y a des approches épidémiaux qui sont notamment le cas aux États-Unis, il y a des approches par forme de modélisation. Il vient d'avoir un papier récent en Grande-Bretagne sur la modélisation de l'impact économique du mal logement chez les personnes âgées. Il y a des approches d'évaluation d'intervention, je pense encore à la Grande-Bretagne, dans lesquelles tout ce qui avait été mené autour de ce qu'on appelait le warm front, c'est-à-dire tout ce qui est la lutte contre l'impact en santé de la précarité énergétique, se traduisait par un retour sur investissement en termes d'état de santé particulièrement intéressant. Donc on voit qu'on sait que ça passe sur l'impact de la surpopulation, de la précarité locative, l'impact de la ségrégation urbaine, qui est un phénomène très étudié aux États-Unis, nettement moins en France, et puis l'impact de la précarité énergétique, qui est autre chose que la précarité locative. On sait que ça porte sur tout un certain nombre de champs, j'en ai mis quelques-uns, mais on pourra en rajouter autant. Et on sait que tout ça touche à la fois des questions d'inégalité, des questions de coûts économiques, des questions de dynamique de l'infection. Pour ceux qui sauraient, je pense que vous le savez, enfin, les études aux États-Unis lors du Covid ont montré que la dynamique de l'épidémie était sur les États très très liée à la politique des États en termes de sursoir ou non aux expulsions locatives, c'est que les politiques des États qui avaient fait perdurer le moratoire sur les expulsions locatives avaient une dynamique d'épidémie, toutes choses étant égales par ailleurs, plus faible que les États américains qui avaient suspendu le moratoire rapidement. Donc tout ça pour dire qu'on croule sous les informations permettant de dire que le logement et la santé, c'est un champ d'intervention de promotion de la santé particulièrement productif, particulièrement rentable et particulièrement prioritaire. On voit qu'en Île-de-France notamment, des facteurs de risque, alors parce qu'on peut aussi se dire, il est bien gentil le garçon, mais enfin tout ça concerne les États-Unis et la Grande-Bretagne. En fait, on sait qu'en Île-de-France, le mal logement, la surpopulation, la ségrégation urbaine, pour prendre que ces trois facteurs, sont extrêmement répandus, sont probablement le principal facteur d'inégalité sociale de santé avec les questions d'éducation. Et puis que ça se détériore puisqu'on a une croissance très très forte des procédures d'expulsion et donc de la précarité locative avec en particulier les conséquences des dernières dispositions législatives. Donc on a par ailleurs un consensus apparent sur le rôle du logement comme déterminant social, même si l'approche est souvent centrée sur l'approche mécaniste de type le lien entre les moisissures et les allergies. Et voilà. Mais c'est aussi un consensus qui traverse la société civile. Si vous amusez à aller demander à votre boulangère ou à votre voisin si elle pense que le logement a un impact sur la santé, elle vous répondra probablement oui. Je suis pas sûr qu'elle répond de manière aussi évidente oui sur les questions d'éducation, alors que sur le logement, c'est quelque chose sur lequel il y a un consensus. Bref, tout ça devrait nous permettre d'avancer. Durant le Covid, si vous en souvenez, tout le monde ne parlait que de l'impact du logement sur l'épidémie. Il y avait eu des papiers dans Le Monde, dans Libération, dans la Grande Presse, etc. Et puis avec une énonciation assez claire de ce que sont les différentes interactions entre le logement et la santé. Tout ça fait que nous avons un problème socialement reconnu, nous avons des données probantes en veux-tu, en voilà, mais depuis, nous n'avons pas de programme ad hoc, ni de programme de recherche, ni de programme d'action que nous ayons repéré lancé par le ministère de la Santé. Et qu'en Île-de-France, en ce qui nous concerne, nous avons lancé un grand appel à projet dans le cadre du Ségur, des crédits du Ségur, qui a été un échec à peu près total. Nous avons eu quelques actions qui ont été repérées, mais enfin, que nous sommes allés chercher un tout petit peu au harpon, et puis une difficulté réelle à soutenir l'action régionale. Donc finalement, si j'étais assez long là-dessus, c'est que pour moi, c'est une vraie question, le fait que l'existence de données probantes et l'existence d'un problème de santé socialement et épidémiologiquement reconnu ne signifie pas qu'il peut y avoir une mobilisation de ces données probantes-là, et donc
il n'y a pas d'interaction entre il y a une interaction entre la faiblesse de l'action en santé publique et la traduction française ou francilienne en tout cas des données étrangères. Donc finalement, j'ai insisté sur le dossier du logement parce que ça me semble, et je ne cesse de le dire, un des grands échecs de la santé publique, le fait de se dire que sur un sujet aussi massif que ça, il n'y a pas le programme national qui s'imposera à chacun d'entre nous et qui serait fortement porté et par des chercheurs et par des opérationnels. À l'inverse, j'ai eu un peu envie de terminer le troisième exemple par la pyrénate, sur laquelle je trouve que les choses sont en Île-de-France en tout cas, un peu différentes comme histoire. La périnate, c'est en Île-de-France. Alors, vous avez entendu parler du livre, tout le monde parle de la mortalité infantile et néonatale, qui est en croissance et qui pose un problème en France. En fait, il pose un problème en France, mais qui est très particulier en Île-de-France, puisque l'Île-de-France a des indicateurs qui sont suffisamment mauvais pour tirer vers le bas tous les indicateurs nationaux. Et ça, on a eu deux expériences historiques en Seine-Saint-Denis, sous Papiernik, ce qui remonte il y a à peu près bientôt une trentaine d'années, et ensuite une deuxième expérience à peu près 15 ans, dans laquelle, dans les deux cas, le départ en Seine-Saint-Denis, on constate une augmentation de la mortalité infantile et néonatale problématique. Des études sont lancées qui conduisent à des analyses, qui conduisent à des données qu'on peut considérer comme probantes, puisque tout à fait documentées, qui conduisent à des actions. Tout ça est une histoire qui peut paraître merveilleuse, merveilleuse, si on n'était pas sur le sujet, en tout cas une histoire démonstrative de lien entre questionnement, production de données probantes et mise en œuvre d'actions. Et puis on se retrouve depuis maintenant 2 ou 3 ans avec un nouvel épisode d'aggravation de la mortalité infantile et néonatale, avec comme analyse que les causes sont les mêmes que lors de la poussée précédente, qui n'étaient pas les causes lors de la poussée dite Papiernik il y a 30 ans. Les causes de la mortalité infantile étaient liées en particulier à un déficit du système de santé, notamment sur tout ce qui était l'échographie et la qualification d'un certain nombre de pathologies néonatales. Sur la deuxième salve, qui est celle qui apparaît il y a une petite dizaine d'années, les causes sont des causes complexes, qui ne sont pas des causes uniquement sociales, qui ne sont pas des causes uniquement autour de l'organisation du système de soins, mais qui sont des causes liées à l'incapacité du système de soins de s'adapter à un certain nombre de situations de tension sociale qui ne sont pas forcément une grande précarité, contrairement à ce qu'on attendait. Donc, on a finalement une analyse de la situation qui nous permet de nous dire on peut mobiliser les connaissances acquises lors de la vague précédente. Et donc, on met en œuvre un certain nombre d'actions qui sont fondées sur les données préexistantes en termes d'adaptation du système de soins. C'est les unités d'accueil personnalisées qu'on a déployées d'abord sur Montreuil, ensuite sur d'autres maternités de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et désormais d'autres départements. Et puis, on se dit que ça ne suffit pas et qu'on va mobiliser des données probantes externes sur les questions particulières d'empowerment. Et donc, on fait appel aux connaissances, pour le coup, on est allé chercher des équipes australiennes sur la littératie en santé, parce que dire il faut rendre les femmes plus compétentes, faire permettre aux femmes d'être plus compétentes est une chose, savoir par quel bout on la trappe en est une autre. Et donc, on va mobiliser des programmes autour de la littératie en santé. Et puis, au bout d'un an ou deux, on a fait un peu plus, on a l'évaluation de la première unité d'accueil personnalisée qui semble probante, je reprends le terme, sur certains paramètres, en particulier qui semble réduire significativement, toutes choses étant par ailleurs, égal par ailleurs, c'est publié dans une revue américaine, je ne sais plus laquelle, qui semble prouver que cette démarche-là réduit, si ce n'est la mortalité, du moins c'est un des facteurs de la mortalité, c'est-à-dire réduit en particulier les petits points de naissance, et c'est donc d'autres pathologies néonatales. Donc, finalement, et du coup, ça nous permet d'étendre les dispositifs. Donc, ce que je vais vous dire à la diapositive suivante avant que je la fasse passer, c'est le fait que du coup, on éteint. Alors, peut-être, avant de passer sur la diapositive suivante, juste redire quand même qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tout ce beau schéma que je vais démontrer ensuite est finalement assez facilement rattrapé par la réalité, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on va avoir mis en place, la mortalité néonatale et infantile continue à se dégrader, et se dégrader particulièrement sur les zones de Seine-Saint-Denis. Et donc la diapositive suivante, c'était pour vous dire que finalement, après l'échec que j'espère vous avoir démontré du lien entre données probantes et actions publiques dans le champ du logement et de la santé, sur le champ de la périnate, on a des choses un peu plus gratifiantes, puisqu'on voit que non seulement on mobilise des données probantes, mais qu'on est
capables de produire des données probantes, notamment sur la question de l'organisation du système de soins, puisque les UAP, les unités d'accueil personnalisées, sont des modes d'organisation du système de soins, relèvent autant de l'organisation du système de soins que la promotion de la santé, on va dire. Et puis, on est aujourd'hui en train je pense, d'arriver à démontrer qu'avec un tout petit peu de formalisation, l'organisation de l'amélioration de la littératie en santé dans les maternités permet d'améliorer l'appropriation des femmes. Donc, si j'ai insisté un tout petit peu sur Périnat, c'est pour dire que finalement, malgré mon pessimisme sur la mobilisation des données probantes en Ile-de-France, on a quand même un certain nombre de champs dans lesquels la circularité, si j'ose dire, de la production des données et de l'action reste quand même possible. Il me reste pour terminer deux diapositives à vous présenter. C'est finalement qu'est-ce que nous, on en tire comme leçon, plus exactement qu'est-ce que moi j'en tire comme leçon pour ma conduite de l'action publique, si j'ose dire. La première, c'est que finalement, il faut, au niveau du régulateur, c'est le rôle que l'agence se donne, il faut se donner quelques principes. Il ne suffit pas, me semble-t-il, de dire données probantes. Si je veux parler comme De Gaulle, je dirais en sautant sur sa chaise, mais en sautant comme Gabri, plus exactement. Mais qu'il faut avoir deux ou trois principes. Le premier, c'est que lorsque les données probantes sont facilement appropriables, elles peuvent être opposables, que c'est relativement facile lorsque le référentiel national. Alors, j'ai marqué que ça nécessite plus d'attention lorsque le référentiel est régional ou en construction. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le champ de la périnate, on voit que les UAP font la preuve de leur efficacité, mais que du coup, au motif que tout ça a été, si j'ose dire, inventé, ou en tout cas soutenu au niveau régional, des projets qui s'éloignent des principes méthodologiques peuvent voir le jour. C'est pour le coup nécessite beaucoup de vigilance. Deuxième principe, lorsque l'agence demande une accroche à des pratiques probantes ou prometteuses, il faut qu'on soit en capacité de proposer un référentiel. C'est-à-dire que si on ne peut pas demander, nous, à des opérateurs de dire, écoutez, votre action ne s'inspire pas de données probantes, ne mobilise pas de données probantes, ils ne sont pas capables de les dire, les données probantes, elles sont là. Et il y a tout un certain nombre de domaines dans lesquels nous ne sommes pas capables de dire, les données probantes, elles sont là. Et donc, si on n'est pas capable de le dire, nous, en tant que régulateurs, il est inutile de l'exiger des partenaires opérateurs. Et puis, le troisième point que nous essayons de mettre en œuvre au niveau de l'Île-de-France, c'est que pour des actions dans lesquelles les référentiels ne nous paraissent soit pas exister, soit être trop éloignés. L'exemple que je donne, c'est ICAPS, qui est un programme probant tout à fait significatif, mais qui nécessite des moyens dont la généralisation reste quand même incertaine. Et bien souvent, nous recommandons à nos opérateurs, nous demandons à nos opérateurs d'avoir des approches documentées en termes d'inégalité, et nous considérons que c'est suffisant. Et la dernière diapositive, c'est pour vous dire que ce sur quoi nous aimerions travailler, c'est évidemment faire évoluer le contexte pour faciliter en Ile-de-France. Donc, vous avez vu que je crois que nous partons de plus loin que de chez vous, nettement. Quelle évolution on souhaite voir soutenir? D'abord, d'essayer de créer les conditions de mise en évidence de ce que vous avez chez vous, que nous n'avons pas forcément, que nous ne repérons pas au niveau de l'agence forcément aussi bien, de mise en évidence d'un certain nombre d'expériences. Bon, évidemment, il y a notre petit bulletin s'entend ça, mais aussi on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des logiques de coalition dans lesquelles les promoteurs de la santé, les grands acteurs institutionnels et des universitaires essaient de se retrouver. On l'a fait dans le champ du logement. Et on essaie de faciliter les collaborations des équipes universitaires, mais qu'on voit bien qu'en tout cas en Ile-de-France, c'est extrêmement difficile, non seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi parce que peu d'équipes universitaires en Ile-de-France s'engagent dans le champ de l'accompagnement de la promotion de la santé, et aussi parce que les équipes d'agence qui sont soumises aux mêmes pressions que les autres administrations ont parfois peu le temps d'organiser ce type de démarche. Et puis, nous souhaitons essayer d'agir sur une plus forte implication du monde universitaire dans le champ des inégalités sociales. Il nous semble que souvent, la réflexion est très tournée autour de la dénonciation des inégalités, mais que par contre, lorsqu'il s'agit d'identifier des interfaces entre les déterminants sociaux et les possibilités d'action sur ces déterminants, nous sommes souvent un peu courts. L'exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est pendant le Covid, nous avions souhaité faire une plaquette pendant le confinement en direction des personnes mal logées pour les aider à passer le confinement et à faire face aux problèmes de santé durant le confinement. Et lorsqu'on a fait appel aux équipes universitaires, je dois dire qu'on est resté
un tout petit peu pauvre dans les retours que nous avons eus, et je crois que nous essayons de plaider pour que le monde universitaire s'intéresse davantage à la recherche opérationnelle en termes d'inégalité sociale, notamment par une recherche internationale, j'ai mis léger entre guillemets, c'est-à-dire qui permettent d'accompagner des opérateurs qui ne sont pas forcément des grands opérateurs régionaux. Et puis probablement, je pense qu'à l'avenir, nous aurons à démontrer l'intérêt médico-économique de ce que nous faisons en promotion de la santé. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop négatif dans le binaire suivant, de quitter les inquiétudes franciliennes pour aller vers la lumière des autres régions. Voilà, merci. Merci à vous, parce que c'est vraiment une illustration assez riche des enjeux territoriaux auxquels nous faisons face chacun de notre côté. Donc, c'est vrai que l'enjeu des dispositifs émergents, c'est de travailler sur cet écosystème d'acteurs autour des données probantes pour essayer que ces liens soient le plus fluides possible et de pouvoir rendre les données probantes aussi appropriables par les acteurs. Donc, merci pour cet apport. Est-ce que la question de l'intersectorialité était un obstacle ou quelque chose qui a mis en difficulté, ou c'est pas du tout l'objet que vous avez pu repérer quand il s'agit de travailler données probantes et la question du logement en lien avec la santé? Je vais essayer de ne pas être aussi rude dans ma réponse que ce que je peux intérieurement le penser. Je pense que c'est pas tellement une question d'intersectorialité. Si vous regardez, par exemple, c'est une question comment dirais-je, si vous regardez le champ, y compris l'Île-de-France, de l'interaction entre la pollution atmosphérique et la santé, qui est très intersectorielle aussi, vous avez une avalanche de données, une avalanche d'acteurs qui s'intéressent. Vous roulez sous les études épidémiologiques franciliennes ou nationales, vous repérez 40 équipes susceptibles de vous fournir les données là-dessus. Et on vient d'avoir, et je m'en félicite, et on vient d'avoir un rapport de l'ORS qui est sorti il y a quelque temps, là, qui travaille à la même chose au niveau national, sur l'impact médico-économique de cette affaire-là, qui est absolument passionnant. Donc on est bien sur l'intersectionnalité possible. Je pense que les questions de logement, les questions de logement renvoient à des questions qui sont des questions éminemment politiques, hein, d'aménagement du territoire, de ségrégation urbaine, ces sujets-là, et que c'est sur ces sujets-là que probablement le monde universitaire a un tout petit peu, et le monde d'ailleurs opérationnel aussi, un tout petit peu de mal à s'engager. Dans l'Alliance Santé-Logement, nous avons deux équipes universitaires qui sont engagées avec nous, l'une de géographes et l'autre qui est la Fondation Abbé Pierre, mais nous n'avons eu aucune équipe épidémiologique, aucune équipe de santé publique en tant que telle, etc., etc. Donc je pense que c'est moins la question de l'intersectorialité que la question il y a des sujets qui sont identifiés comme probablement politiquement plus complexes. Après, il y a aussi des histoires. La Grande-Bretagne, le lien entre santé et logement est fondateur de la santé publique dans les 30 dernières années. Et donc, vous avez des universités entières. Par exemple, il y a une université qui a une chaire entière, enfin qui avait il y a 15 ans, ça peut changer, une chaire entièrement consacrée à l'impact des rats sur la santé. En France, ça fait éclater de rire tout le monde. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas un chercheur, tout le monde, c'est la petite histoire qu'on se raconte dans une soirée en famille. En Grande-Bretagne, vous avez des chercheurs rang A, enfin l'équivalent du rang A, etc., qui travaillent là-dessus très froidement et très tranquillement, parce que c'est un sujet de santé publique pour eux. Donc je pense qu'il y a aussi l'histoire, voilà, notre pays, pour des raisons diverses et variées, après avoir fondé la santé publique sur le fin du 19e, hein, sur les questions d'habitat, ça en est progressivement éloigné dans les années 70, 80, etc., etc. Il y a eu un petit sursaut autour du moment de la politique de la ville, ça avait des choses intéressantes, qui ont produit des données probantes. Si vous, là encore, je fais figure d'ancien combattant et mais je l'assume. Le séminaire politique de la ville et santé qui avait été lancé à l'époque de la DIV dans les années 90 à 2000 à peu près, produisait des informations extrêmement utiles et productives. Donc je crois que c'est moins un choix, c'est moins lié à l'intersectionnalité que certains sujets apparaissent comme hors de portée. Voilà. D'accord. J'ai une interprétation très psychologisante, mais
Voilà, je pense que le monde de la santé publique et le monde universitaire s'intéresse beaucoup à ces sujets. Finalement, l'habitat insalubre, il y a peu de chances qu'aucun des chercheurs ne soit un jour confronté à l'habitat insalubre. La pollution atmosphérique, tout le monde y est confronté. Hmm. Quelque part, on s'intéresse à un sujet qui est le champ de la grande précarité est un champ dans lequel on définit l'objet du travail comme extérieur à soi, c'est-à-dire dans lequel finalement, à quelques exceptions près, remarquables, à ce qui peut être mené de manière participative, à tout ce qui peut, etc. Bien sûr, il y a des contre-exemples. Et je trouve qu'on a du mal à produire à s'engager sur des terrains dont on se dit que finalement, ça ne sera jamais les nôtres. Je comprends. Très bien. Nous avons d'autres questions, quelques-unes qui se regroupent, euh, pour vous demander si éventuellement vous auriez une idée ou une réflexion sur différents aspects que vous avez évoqués, entre données probantes, données validées, actions probantes. Est-ce qu'une donnée probante, c'est une action probante? Dans l'idée où est-ce que on met tout dans le même terme? Est-ce que tout veut dire tout? Ou au contraire, entre données probantes, données validées et actions dites probantes, de votre place, vous y verriez une forme de distinction ou au contraire, de votre place, on peut, voilà, c'est entre guillemets, du jargonnage et on pourrait tout mettre sous un même vocable parce qu'il y a beaucoup de termes en fait qu'on commence à. Une question qui était aussi sur la question autour des preuves. J'imagine, hein, là j'interprète avec ce qu'on entend, l'evidence-based medicine ou l'evidence promotion health, voilà, et qui commence aussi à émerger. Est-ce que vous faites, vous, des distinguos ou vous en êtes... Cette question témoigne du fait que je suis pas forcément. C'est pour ça que c'est bien que vous commenciez par mon intervention, que vous ne finissiez pas votre séminaire par la mienne. Je ne suis pas le plus expert sur le sujet, je ne suis Hmm. clairement pas le plus clair puisque la question est une manière de faire remarquer que j'ai mélangé et du coup induit la confusion dans plusieurs concepts et je le reconnais aisément. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, les données probantes ne se limitent pas aux données quantitatives. De ce point de vue-là, ma religion est tout à fait faite et que je pense qu'en particulier, euh, l'apport des sciences sociales et qui peuvent être quantitatives, mais pas forcément, voilà, n'est pas réductible. Donner action probante, je ne sais pas comment une action peut être probante sans donner de quelque nature que ce soit probante, sans produire la donnée probante. Alors encore que je ne vois pas comment. Malheureusement, je vois si finalement bien comment. C'est-à-dire assez souvent, il y a des actions dont nous disons entre l'action dont on se dit franchement elle est chouette, ce qui est en gros le résumé en français administratif standard du bilan. Hein. Hmm. Dans le meilleur des cas, on y va, on fait un communiqué de presse, on fait un post et on félicite les acteurs. Et comment est-ce qu'on passe de ce format-là au format, euh, au format généralisable? Je pense qu'on manque d'attention là-dessus. Vous voyez, je prends un exemple. L'autre jour, je suis allé, pareil, je me caricature un peu, je suis allé serrer trois paluches et féliciter une association qui faisait une action pour la santé des livreurs cyclistes à vélo à Paris. Intuitivement, je sens que c'est, puisque qui nous est rapporté, je sens que c'est pour le coup, c'est démonstratif du fait qu'il y a un sujet, qu'il y a une réponse et que cette réponse apporte des éléments concluants. Comment est-ce qu'on passe je félicite mes camarades de terrain à j'en crée quelque chose qui soit modélisable, démonstratif, qui permette d'ouvrir des pistes de recherche sur les sujets, voilà, la question des troubles urogénitaux chez les livreurs à vélo. C'est une question qui est pas dans tous les manuels. Hein. Hmm. Comment est-ce qu'on fait pour faire émerger ces questions-là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, je Ce qui pense, est sûr, parce c'est que qu'effectivement, c'est bon. ça vient gratter un élément, effectivement, qui est aussi émergent, même si on a commencé à avoir un peu d'expérience sur ce sujet, ce qu'on va appeler la capitalisation de l'expérience. Des actions sont menées, elles sembleraient répondre à un certain nombre d'enjeux, autant sur le fond que sur la forme. Est-ce qu'on peut s'engager dans une forme de capitalisation? C'est ce que font d'ailleurs nos collègues de la Fédération avec la Société française de santé publique sur le travail autour de CAPS. Enfin, il me semble, hein, en vous entendant, que j'entendais cette manière de transformer en l'essai, si je peux
le dire comme ça de manière un peu caricaturale, d'une action qui semblerait répondre à quelque chose, mais dont on ne sait pas encore bien comment elle peut être modélisable, transférable, si j'entends mon propos, il y a peut-être ça, mais bon, c'est une question ouverte, hein, évidemment. Non, mais c'est exactement ça, avec un sujet qui est que les processus de capitalisation sont lourds quand même, hein, c'est-à-dire Oui, que ça demande, c'est un peu comme l'évaluation, hein, on demande aux acteurs d'avoir, ou à ceux qui les accompagnent, d'avoir des moyens, et qu'aujourd'hui, je pense que ça renvoie quand même un tout petit peu à la question des moyens pour la santé publique, c'est-à-dire que oui, il y a urgence, en gros, est-ce que l'urgence, c'est de répondre aux besoins de santé par l'infirmière qui fait la consultation de nos livreurs à vélo, ou est-ce qu'il faut qu'on dégage des moyens là-dessus pour que on puisse capitaliser, porter, modéliser, etc., l'expérience initiale des livreurs à vélo. Idéalement, il faut faire les deux. Mais derrière ça, on voit bien et que si on ne fait pas le deuxième, on perd des moyens parce qu'on va multiplier, on ne tiendra pas compte des conséquences, enfin, des acquis, etc. Mais ça c'est le schéma auquel nous croyons tous. Mais qui se heurte à, il faut des gens pour l'organiser, on a de moins en moins de gens, il faut des moyens pour le financer, on a de moins en moins de moyens. Et puis, il faut que ces sujets-là soient portés. Moi, je suis quand même toujours très, 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 très surpris très surpris, non, pas surpris, enfin, très agacé de la dissymétrie entre les moyens qui sont mis sur tout ce qui apparaît comme l'innovation numérique, etc., et le fait que dès qu'il faut modéliser sans passer par l'innovation numérique, par l'article 51, etc., ça devient beaucoup plus complexe. oui, oui, bien sûr. Du coup, j'avais Claudia, est-ce que toi, tu as une question ou que tu as vu? Parce que moi, j'en avais une assez globale avec les quelques minutes qui nous restent. C'est sur l'aspect, on va dire, localisation, c'est-à-dire que ou géographique, voilà, pour reprendre un autre terme. On vous a beaucoup entendu parler de données probantes qui pouvaient être à différentes échelles. Elle peut être nationale et transférable à un niveau régional, mais aussi des données probantes régionales qui peuvent servir des enjeux plutôt locaux. Est-ce que là, vos réflexions, est-ce que les données probantes pourraient être transterritoriales ou au contraire, il y aurait un intérêt particulier à ce que il y ait des données probantes soient d'abord à un certain niveau et ensuite on voit la transférabilité à un niveau plus géographiquement plus serré. Enfin voilà, c'est une question ouverte que je voulais vous poser en vous écoutant, hein, puisqu'à différents moments, vous avez utilisé les données probantes sur des échelles d'intervention ou d'action publique qui n'étaient pas forcément les mêmes. Je ne sais pas si vous avez vous-même un avis ou une réflexion. Une réflexion et un avis, je ne sais pas, peut-être un péché mignon, si j'ose dire. Je pense que une donnée éloignée, produite dans un contexte éloigné, est souvent une donnée plus facilement appropriable. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, d'une certaine façon, quand on regarde ce qui se passe, je reprends la question du logement parce que c'est un domaine sur lequel j'ai un peu travaillé, que je connais un peu et puis auquel je crois beaucoup. Il y a des choses qui sont écrites, enfin, des choses qui sont faites du côté de Marseille, du côté etc. Et en fait, elles sont peu généralisées. Et on se dit, j'ai plus envie d'aller tirer les conséquences de ce qui est produit par les collègues américains ou britanniques, parce qu'en fait, on a à la fois des choses qui existent, qui sont démonstratives, et en fait, on a une espèce de distance qui nous permet de ne pas uniquement repliquer, si j'ose dire. Mhm. Et donc, je trouve que le fait d'avoir de la distance par rapport et du coup d'avoir un effort de transposabilité et de se dire, parce que oui, l'impact des exécutions locatives aux États-Unis, dans laquelle la protection des locataires est tendentielle à zéro, n'est pas le même que celle, quelle que soit la dégradation de la progression des protections des locataires dans les dernières années, on n'est quand même pas dans une situation de type totalement néolibéral. Donc, du coup, je trouve que ça donne une idée de qu'est-ce que ça oblige à penser un peu, alors que la stricte reproduction de qu'est-ce qui a été fait à Montreuil, est-ce que ça peut être fait à Saint-Denis, bon, pour le coup, c'est intéressant, c'est tout vrai, mais je vois bien, dans la réalité, ça marche parfois moins bien. En tout cas, ça marche pas mieux. D'accord. Donc, Ah, sur la question du niveau, le seul dogme que j'ai, c'est grand 1, on a besoin de temps et de moyens et de personnes. Grand 2, on a quand même besoin de qualification. Donc, ça veut dire que oui,
c'est une question du courtage en connaissances. Il faut que nos collaborateurs aient le temps de lire, d'aller chercher les moyens, etc. Et ça, quelque part, ça pose un peu aussi le débat pour moi des moyens de la santé publique aujourd'hui. Très bien. Merci, Dr. Vino. Moi, je retiens fortement aussi cette question de même problème il peut avoir avec un écart de temps, différentes causes, comme vous nous l'avez montré, et pour l'exemple autour de la mortalité néonatale et infantile, et qui en fait tous ces données autour de contexte, parce qu'on nous pose la question qu'est-ce que ça comment on produit, qu'est-ce que c'est en données probantes finalement. Il y a toutes les causes, la vérité du chiffre, il y a un chiffre qui se manifeste, il y a une compréhension de ces causes, et il y a tout ce qui est autour de l'intervention aussi. Et en fait, quand on croise une problématique, ses origines, ses causes et ses possibilités, les possibilités d'intervention avec les personnes concernées, les acteurs, en fait, plus elle devient robuste, ces données autour d'une problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, et comme vous l'avez bien montré, il y a des sujets sur lesquels nous sommes encore vraiment à la trappe et nous souhaiterons tous aller de l'avant là-dessus. Donc, merci pour ces éclairages. On retient fortement ces travaux, ces chantiers encore en route autour du logement, qui est vraiment un déterminant de la santé extrêmement important. Et aussi, on a vu la production de l'AS Île-de-France autour de la littératie en périnatalité, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Absolument. Je le dis d'autant plus que je n'y ai en rien contribué. Donc, j'en fais la publicité d'autant plus à l'aise que je me suis contenté de le lire après qu'il était travaillé. Donc, ouais, non, je crois qu'il y a un joli travail qui a été fait par les collègues là-dessus. Et donc, pour les participants, nous avons des questions que nous n'avons pas pu aborder, mais je vous invite à continuer cette discussion sur les réseaux sociaux. Donc, bientôt sur LinkedIn, il y aura la rediffusion du webinaire et nous pourrons peut-être commencer à changer autour des questions qui sont restées encore sans réponse et sur lesquelles on devrait réfléchir ensemble. Merci, Dr. Vino, pour ce temps que vous nous avez accordé pour réfléchir ensemble. Merci à vous. Merci à vous. On vous invite à suivre les actualités. On se retrouve le 10 juin. Sur comment recueillir les savoirs expérientiels autour de l'expérience de la pauvreté avec ATD Carmonde, les PAT de Mondeville. Et donc, l'idée de ces cycles de webinaires, c'est de voir comment on construit des données à partir des expériences des divers acteurs de la production et de l'utilisation des données probantes. Donc, aujourd'hui, merci à l'AS Île-de-France de partager leur expérience et on se retrouve le 10 juin. Merci beaucoup. Merci à vous de votre participation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.